Faites attention à ces images sous-marines capturées par une équipe de plongeurs explorant sous le glacier Matanuska dans le sud de l'Islande. Regardez attentivement alors que le plongeur s'approche de ce mur massif de glace ancienne. Vous voyez ça, juste là, gelé à l'intérieur de la formation glaciaire à peine visible, à travers la glace bleue translucide. Cela ressemble à une silhouette humaine suspendue dans le temps, les bras tendus comme si elle atteignait quelque chose ou quelqu'un. L'équipe de plongée ne s'est pas rendue compte de ce qu'elle avait découvert avant de revoir ces images 3 jours plus tard. D'ici là, Dr Sophie Chen avait déjà disparu depuis 72 heures et son mari racontait aux enquêteurs une histoire que personne ne voulait croire. Ces images allaient devenir la clé pour démêler l'une des disparitions les plus bizarres de l'histoire moderne et révéler une vérité bien plus sombre que quiconque aurait pu l'imaginer. Vous connaissez ce sentiment quand vous êtes absolument certain de connaître quelqu'un et que vous découvrez ensuite que vous ne le connaissiez pas du tout. Pour Dr Richard Chen, ce moment est venu sous la forme d'un hélicoptère de la garde côtière, planant au-dessus des eaux glacées, cherchant sa femme, une femme qu'il pensait comprendre complètement. Sophie Chen était brillante. Il n'y a pas d'autre façon de la décrire. À 34 ans, elle avait déjà publié des recherches révolutionnaires sur les écosystèmes glaciaires et les modèles de changement climatique dans les régions polaires. Elle parlait couramment 4 langues, pouvait naviguer uniquement avec les étoiles, et avait survécu à 2 expéditions de recherche en Antarctique. Ses amis la décrivaient comme intrépide méthodique et profondément passionnée par son travail. Ses collègues de l'Institut maritime de Reykjavik la considéraient comme l'une des voies principales en cryobiologie, l'étude de la vie dans des environnements gelés. Mais Sophie avait une fascination secrète qu'elle avait cachée à presque tout le monde. Elle était obsédée par la préservation glaciaire, en particulier les corps et les artefacts que les formations de glace anciennes avaient engloutis au fil des siècles. Elle avait rempli des carnets de croquis, de restes préservés de calculs sur la densité de la glace et les schémas de mouvement et de référence à une vieille légende islandaise sur quelque chose que les habitants appelaient le marcheur de givre, un esprit qui se déplaçait apparemment à travers des passages gelés sous les glaciers collectant des âmes perdues. Son mari, Richard, analyste de données pour une entreprise de conseil environnemental, connaissait la légende. Sophie en avait parlé de manière décontractée lors de dîners quelquefois. Ce qu'il ne savait pas, c'était à quel point cette obsession était profonde, ni comment elle conduirait à sa disparition dans la glace le 17 août 2021, un jour qui avait commencé comme n'importe quelle autre expédition de recherche et s'était terminé par des équipes de recherche fouillant dans des haies eaux glacées à la recherche de tout indice sur elle. Le matin où Sophie a disparu a commencé avec des conditions parfaites. Ciel dégagé, mer calme, température de l'eau autour de 38 degrés. Fahrenheit froide mais gérable pour des plongeurs expérimentés. Sophie avait enregistré la plongée dans le système de son navire de recherche, une expédition en solo pour documenter la vie microbienne sous la plateforme de glace Matanuska à une profondeur maximale de 160 pieds avec une durée prévue de 45 minutes. Elle avait fait cela des centaines de fois auparavant. La plongée en solo n'était pas inhabituelle pour les chercheurs de son niveau, surtout lorsqu'il s'agissait de lecture d'équipements sensibles nécessitant une concentration totale. Son navire, un bateau de recherche de 26 pieds, appelé le Frost Seeker, était équipé d'un suivi GPS de balises d'urgence et d'un ordinateur de plongée qui transmettait sa profondeur et son approvisionnement en air à un moniteur de surface en temps réel. Richard était au travail dans le centre-ville de Reykjavik, lorsque le partenaire de plongée de Sophie, un étudiant diplômé nommé Eric Magnusson, a essayé de l'appeler par radio à 11h30. Ils avaient prévu de se retrouver au dock à midi pour examiner des échantillons de données. Pas de réponse. Eric a réessayé à 11h45. Toujours rien. À 12h15, quand le bateau de Sophie était censé être de retour au port, Eric s'est rendu au point d'accès au glacier où elle avait mis à l'eau ce matin-là. Le Frost Seeker était là ancré exactement à l'endroit où Sophie l'avait laissé. Le moteur était éteint. Son sac de matériel était sur le pont zippé. Une tasse de café à moitié finie était dans le porte-gobelet encore tiède. Mais Sophie avait disparu. Eric a immédiatement vérifié le moniteur de l'ordinateur de plongée. Ce qu'il a vu lui a glacé le sang. Selon le journal de données, Sophie avait plongé à 212 pieds, bien plus profondément que son plan de plongée enregistré. Sa dernière lecture de profondeur enregistrée était à 11h37, puis le signal avait simplement cessé de transmettre. Pas progressivement comme une batterie mourante. Cela s'est juste coupé comme si quelque chose avait complètement rompu la connexion. Il a appelé la garde côtière à 12h22. Les hélicoptères de recherche et de sauvetage étaient
dans les airs en 30 minutes, mais trouver quelqu'un dans des eaux glaciaires, c'est comme chercher un fantôme. Les formations de glace se déplacent constamment, créant des labyrinthes sous-marins qui peuvent piéger les plongeurs même dans une visibilité parfaite. La température de l'eau signifiait que Sophie avait peut-être 30 minutes de temps de survie si elle était blessée ou coincée quelque part. Après cela, l'hypothermie arrêterait complètement son corps. Richard a reçu l'appel à 13h15. Il se souvient exactement où il se tenait à côté de la fenêtre de son bureau, regardant les touristes passer dans la rue en bas totalement inconscient du fait que son monde entier s'effondrait. Il a quitté son travail immédiatement et s'est rendu directement à la station de la garde côtière où un coordinateur de plongée nommé le capitaine Jonas Folk organisait les efforts de recherche. « Votre femme est une plongeuse expérimentée », a dit le capitaine Folk. « Cela nous donne de l'espoir. Elle sait comment conserver l'air, comment trouver son chemin dans des espaces étroits. Nous allons la retrouver. » Mais la recherche initiale n'a rien trouvé. Pas de bulles brisant la surface, pas de signaux de balises d'urgence, pas de réponse au ping sonar sous-marin. C'était comme si Sophie s'était dissoute dans la glace elle-même. Voici ce qui a rendu cela encore plus horrible. L'ordinateur de plongée de Sophie avait enregistré une vidéo. La plupart des chercheurs gardent leur caméra allumée pendant les plongées à des fins de documentation, et Sophie n'était pas une exception. Sa caméra était équipée d'un système de téléchargement sans fil qui transmettait les images directement à un serveur de stockage dans le cloud chaque fois que le système du bateau détectait qu'il était de retour à portée du dock. Mais ce jour-là, le téléchargement avait échoué à mi-chemin. Seules les 30 premières minutes de vidéo avaient atteint le serveur. Les plongeurs de la garde côtière ont regardé ces images une douzaine de fois à la recherche de tout indice sur l'endroit où Sophie aurait pu aller. La vidéo montrait exactement ce à quoi on pourrait s'attendre. Sophie descendant le long du mur de glace, prenant des mesures, collectant des échantillons narrating, des observations dans son enregistreur vocal. Rien d'inhabituel, rien d'alarmant. Et puis, à la marque des 30 minutes, les images se sont coupées, juste au moment où Sophie s'approchait d'une section particulièrement massive du mur glaciaire. « Nous devons faire descendre des plongeurs là-bas », a insisté Richard. « Tout de suite. Elle pourrait être piégée. Elle pourrait être blessée. »« Monsieur Chen, je comprends. Votre urgence, » a dit prudemment le capitaine Folk. « Mais envoyer des plongeurs dans ces conditions, sans savoir exactement où elles se trouvent, met plus de vies en danger. Nous utilisons le sonar. Nous utilisons des drones sous-marins, nous faisons tout ce que nous pouvons. » Ce que personne ne disait encore à haute voix, mais que tout le monde pensait, après 6 heures dans une eau aussi froide, les chances de survie de Sophie étaient essentiellement nulles. La recherche a continué toute la nuit. Des projecteurs illuminaient les formations de glace, leur donnant une lueur bleu-vert étrange. Les plongeurs de secours descendaient par équipe, explorant des passages et des cavernes sous le glacier. Ils ont trouvé le couteau de plongée de Sophie coincé dans une crevasse à 190 pieds. Ils ont trouvé l'un de ses sacs de collecte d'échantillons flottant dans une chambre sous-marine. Mais ils n'ont pas trouvé Sophie. Au deuxième jour, la garde côtière a discrètement changé de la recherche à la récupération. Ils n'ont pas dit cela explicitement à Richard, mais il pouvait le voir sur leur visage, l'entendre dans la façon dont ils avaient cessé d'utiliser la phrase « quand nous la trouverons » et avaient commencé à dire « si nous la localisons ». Au troisième jour, le 20 août 2021, une équipe de plongeurs commerciaux engagés pour aider à la recherche a fait la découverte qui allait tout changer. Ils exploraient une section du glacier que les équipes précédentes avaient manqué un endroit où le mur de glace se courbait vers l'intérieur, créant une sorte d'alcôve naturelle. Leurs caméras sous-marines ont capturé quelque chose qui a envoyé des ondes de choc à travers toute l'équipe d'enquête. Enfouie dans la glace glaciaire parfaitement préservée, derrière un mur de chaux gelé, se trouvait une silhouette humaine. Les bras tendus, le visage obscurci par l'épaisseur de la glace, portant ce qui semblait être un équipement de plongée moderne. La formation était estimée là des siècles. Des études géologiques suggéraient que cette section particulière du glacier était gelée depuis au moins 400 ans. Mais il y avait l'ordinateur de plongée de Sophie, toujours attaché au poignet de la silhouette, son écran à LED à peine visible à travers la glace. La découverte de ces images, cette image impossible d'un corps gelé dans une glace ancienne portant l'équipement de Sophie, a transformé cela d'un accident tragique en quelque chose de bien plus sinistre. Des glaciologues judiciaires ont été appelés de l'Université d'Islande ainsi que des spécialistes de l'investigation de scènes de crimes sous-marines. La question que tout le monde se posait, comment quelqu'un disparaît-il dans de la glace vieille de 400 ans ? La détective Anna Christiansdottir du département de police de Reykjavik a pris en charge l'enquête le 21 août. Elle était une enquêtrice vétéran avec 15 ans d'expérience connue pour son approche méthodique et son refus d'accepter des réponses faciles.
Dès qu'elle a vu ces images sous-marines, elle a su que quelque chose n'allait pas dans cette affaire. Laissez-moi vous peindre un tableau de ce avec quoi nous avons affaire, a déclaré la détective Christiane Sdottier lors d'une conférence de presse 3 jours après la disparition de Sophie. Dr Chen a été vue vivante pour la dernière fois le matin du 17 août. Son ordinateur de plongée montre qu'elle est descendue à une profondeur qui ne faisait pas partie de son plan de plongée. Nous avons des images qui semblent montrer son équipement enfoui dans la glace que des experts géologiques nous disent avoir été formés il y a des siècles. Cela ne colle pas et nous traitons cela comme une disparition suspecte jusqu'à ce que nous ayons plus de réponses. Elle a commencé par le suspect le plus évident, Richard Chen. Dans les affaires de personnes disparues, le conjoint est toujours la première personne que les enquêteurs examinent. C'est juste du travail d'enquête de base. Elle a convoqué Richard pour un interrogatoire le 22 août. Richard était coopératif, épuisé, dévasté mais coopératif. Il a fourni ses relevés téléphoniques, son emploi du temps, ses informations financières. Il a donné la permission aux enquêteurs de fouiller leur appartement, leur véhicule, leur unité de stockage. Il a accepté de passer un test polygraphique. Il a répondu à toutes les questions posées par la détective Christiane Sdottier, peu importe à quel point elles étaient intrusives ou douloureuses. « Aviez-vous des problèmes conjugaux avec votre épouse » a demandé la détective. « Pas plus que n'importe quel couple » a répondu Richard. « Nous avons parfois eu des disputes à propos des horaires de travail, à propos du temps qu'elle passait sur le terrain, mais rien de sérieux. Rien qui me pousserait à lui faire du mal. Étiez-vous au courant de son intérêt pour la légende du marcheur de givre ? Elle en a parlé quelques fois. Je pensais que c'était juste une curiosité académique. Sophie cherchait toujours des archives historiques des contes folkloriques locaux. Je ne pensais pas que cela signifiait quoi que ce soit. Mais l'équipe de la détective Christiane Sdottier a découvert quelque chose que Richard ne savait pas. Dans les semaines précédant sa disparition, Sophie avait passé des appels téléphoniques cryptés à un numéro non répertorié dans le nord de l'Islande. Les appels duraient généralement entre 15 et 30 minutes et se produisaient toujours tard dans la nuit quand Richard dormait. Les relevés téléphoniques ont montré qu'elle avait passé 11 appels au total sur une période de 3 semaines. Les enquêteurs ont retracé le numéro à un téléphone satellite enregistré au nom d'un homme nommé Christian Palsson, un ancien géologue glaciaire de 58 ans qui avait été licencié de l'université d'Islande 12 ans plus tôt pour des pratiques de recherche non éthiques. Les dossiers officiels ne précisaient pas quelles étaient ces pratiques, mais des rumeurs suggéraient que Palsson avait mené des fouilles non autorisées dans des zones glaciaires protégées, perturbant possiblement des restes préservés. Palsson vivait seul dans une cabane isolée, à environ 90 miles au nord de Reykjavik, près du glacier Hofsjökull. Lorsque la police est arrivée sur sa propriété le 24 août, elle a trouvé un atelier rempli d'équipements de forage spécialisés d'outils d'excavation sous-marine et de cartes des formations glaciaires à travers l'Islande, y compris des graphiques détaillés du glacier Matanuska où Sophie avait disparu. Des dizaines d'entre eux étaient marqués de symboles et de notes dans l'écriture de Paulson. Mais Palsson lui-même avait disparu. Son camion était dans l'allée, sa cabane était déverrouillée, mais il n'y avait aucun signe de lui. Un repas à moitié mangé était sur la table de la cuisine. Sa cafetière était encore chaude. C'était comme s'il avait simplement disparu en milieu de matinée. Et puis tout a changé. L'équipe de la détective Christiane Sdottier a trouvé les journaux de recherche de Palsson, 3 décennies de documentation obsessionnelle sur ce qu'il appelait les anomalies temporelles glaciaires. Il avait suivi des histoires de disparition près des glaciers tout au long de l'histoire de l'Islande, remontant à des siècles. Il croyait que certaines formations glaciaires contenaient ce qu'il décrivait comme des passages gelés des espaces où le temps ne fonctionnait pas normalement, où la glace pouvait préserver des choses d'une manière qui défiait la physique conventionnelle. Les journaux étaient remplis de croquis de corps gelés dans la glace, de calculs sur l'enchevêtrement quantique et le déplacement temporel de références aux légendes autochtones sur des esprits se déplaçant à travers la glace. Poulson avait dédié toute sa carrière à prouver que ces passages gelés étaient réels et que la légende du marcheur de givre n'était pas un mythe. C'était un avertissement. Selon ses entrées les plus récentes, Sophie l'avait contacté 6 semaines avant sa disparition. Elle avait lu certains de ses articles publiés plus tôt et voulait en savoir plus sur ses théories. Ils s'étaient rencontrés en secret, planifiant ce que Poulson appelait une expérience contrôlée pour documenter des preuves de l'anomalie temporelle qu'il croyait exister sous le glacier Matanuska. Elle voulait des preuves, lisait une entrée de journal. Elle comprenait ce que les autres ne pouvaient pas, que la glace ne préserve pas seulement le passé. Parfois, elle collecte le présent.
C'est ici que l'histoire de Richard a commencé à se défaire. Lorsqu'il a été confronté aux preuves des communications secrètes de Sophie avec Poulsen, Richard a finalement admis quelque chose qu'il avait caché aux enquêteurs. 3 semaines avant la disparition de Sophie, il avait engagé une société de sécurité privée pour suivre ses mouvements. Il soupçonnait qu'elle avait une liaison et voulait des preuves. Je sais ce que cela semble, a déclaré Richard, sa voix se brisant. Je sais ce que vous pensez, mais je ne lui ai pas fait de mal. J'avais peur de la perdre. Elle était devenue tellement obsédée par sa recherche si distante que je pensais qu'elle voyait quelqu'un d'autre. Le rapport de la société de sécurité montrait que Sophie avait effectivement rencontré Paulson, mais pas dans un contexte romantique. Ils s'étaient rencontrés dans des parcs publics, des cafés, et à 3 reprises dans un entrepôt de fournitures maritimes à Hafnarfjordur. Selon les déclarations de témoins, ils avaient chargé du matériel dans le navire de recherche de Sophie, y compris des outils industriels de fonte de glace et du matériel d'excavation sous-marine que Sophie n'avait définitivement pas acheté avec son budget de recherche universitaire. La détective Christiane Stottier a obtenu les relevés de carte de crédit de Sophie. Au cours des 2 derniers mois, Sophie avait dépensé près de 40 000 $. En équipement spécialisé, la plupart achetés auprès de détaillants en ligne spécialisés dans les opérations de sauvetage en mer profonde. Elle avait atteint les limites de 3 cartes de crédit et avait contracté un prêt personnel de 15 000 $. De l'argent qu'elle avait caché à Richard en faisant envoyer le relevé bancaire à une boîte postale qu'elle avait louée sous un faux nom. Voici la chose à propos de l'obsession. Elle ne se révèle pas avec un grand dévoilement dramatique. Elle s'installe lentement, se déguisant dans passion en dévouement à votre travail. Sophie avait soigneusement, méthodiquement planifié quelque chose pendant des mois et tout le monde autour d'elle avait manqué les signes. Mais que préparait-elle exactement et où était Christian Paulson ? La réponse c'est venu le 29 août, lorsque l'équipage de pêche opérant à environ 40 miles au large de la côte de Reykjavik a découvert le corps de Poulsen flottant dans des eaux ouvertes. Il était mort depuis environ 5 jours, plaçant sa mort autour du 24 août, exactement une semaine après la disparition de Sophie. La cause de la mort était la noyade, mais l'expert médical a trouvé quelque chose d'inhabituel. Poulsen avait de graves engelures aux mains et au visage, des blessures qui dataient d'au moins 48 heures au moment de sa mort. Des engelures aussi graves suggéraient une exposition prolongée à un froid extrême bien plus froid que la température ambiante de l'eau où son corps a été trouvé. Son costume de plongée avait été perforé à plusieurs endroits et, à l'intérieur de son gilet de matériel, les enquêteurs ont trouvé une caméra étanche contenant des images que personne n'était prêt à voir. Les images de la caméra de Christian Paulson deviendraient la pièce de preuve la plus controversée de toute l'enquête, car elles montraient des choses qui ne devraient pas être possibles, des choses qui faisaient douter des détectives endurcis de leur propre compréhension de la réalité. La vidéo commençait avec Paulson et Sophie se préparant pour une plongée se filmant sur le pont du Frost Seeker. Le cachet TMA indiquait le 17 août 2021 à 9h15, environ 490 minutes, avant que le journal de plongée officiel de Sophie ne mentionne qu'elle était entrée dans l'eau seule. Voici la documentation de l'expédition Frost Walker phase 1. A déclaré Sophie, à la caméra sa voix stable et professionnelle. Dr Christian Paulson et moi sommes sur le point d'entrer dans ce que nous croyons être un passage temporel sous la formation Matanuska. Si nos calculs sont corrects, nous devrions pouvoir observer des événements de préservation en temps réel témoignant du processus d'enfermement glaciaire au fur et à mesure qu'il se produit. La caméra les a enregistrés descendant ensemble suivant un chemin que Sophie avait clairement exploré auparavant. Ils ont nagé à travers des grottes sous-marines passant devant des murs de glace qui brillaient d'un bleu éthéré sous leur lumière de plongée. À environ 180 pieds, ils ont atteint une section où la formation de glace créait une sorte de tunnel, un passage qui semblait mener directement au glacier solide. La température chutant rapidement, Paulson a narré sa voix passant par son système de communication. L'eau ici est au moins 15 degrés plus froide que les zones environnantes. Sophie, recevez-vous, c'est relevé, confirmé. Cela est cohérent avec la signature thermique que nous avions prédite. Nous approchons du seuil, et puis ils sont entrés dans le passage. Les images de la caméra sont devenues distordues, clignotant avec des interférences. Quand cela s'est stabilisé, ils étaient à l'intérieur de quelque chose qui semblait impossible. Un espace dans la glace éclairé par leur lumière de plongée où les murs semblaient bouger couler comme un liquide même s'ils étaient clairement solides.
D'autres formes étaient visibles dans la glace autour d'eux, des objets et oui des corps, des figures préservées suspendues dans les murs gelés, certaines portant des vêtements modernes, d'autres en vêtements qui semblaient vieux de plusieurs siècles. Mon Dieu, murmura Sophie, tout est vrai, tout, chaque histoire, chaque légende. C'est à ce moment-là que les choses manquant rose ont mal tourné. La caméra a capturé le moment où une section du mur de glace s'est soudainement déplacée, se déplaçant avec une vitesse impossible et Paulson a été projeté contre la surface gelée. Son régulateur a été arraché de sa bouche. Son costume a été perforé par des formations de glace dentelées qui apparaissaient et disparaissaient comme si elles étaient formées en temps réel. Sophie a crié son nom. Elle a essayé de l'atteindre, d'essayer de le libérer, mais la glace se déplaçait autour d'eux, maintenant se refermant, créant de nouveaux passages tout en scellant d'autres. Les images montraient Paulson se battant, luttant, ses bras tendus désespérément, alors que la glace commençait à l'envelopper. Et puis, il s'est libéré, donnant des coups de pied forts, nageant frénétiquement loin des murs mouvants, avec Sophie juste derrière lui. La caméra a enregistré leur montée paniquée trop rapide, ignorant tous les protocoles de sécurité concernant les arrêts de décompression. Ils ont éclaté à la surface près du bateau de Sophie, haletant terrifiés. Paulson crachait de l'eau, ses mains montrant déjà des signes de graves engelures là où la glace l'avait touché. « Nous devons revenir » a déclaré Sophie, sa voix à peine audible sur l'enregistrement. « Nous devons documenter cela. Christian, nous devons… » Non. La voix de Paulson était ferme malgré sa douleur évidente. « Non, Sophie. Nous avons fait une erreur. Nous ne comprenons pas ce que c'est. Nous devons partir maintenant et nous devons dire aux gens ce que nous avons trouvé. » Mais Sophie n'écoutait pas. La caméra l'a enregistrée en train de vérifier son équipement, de remplir ses bouteilles d'air, de se préparer à replonger. Paulson a essayé de l'arrêter en attrapant son bras, mais elle s'est éloignée. « C'est la découverte du siècle » a déclaré Sophie. « Cela change tout ce que nous savons sur la formation glaciaire, sur la préservation, sur la physique elle-même. Je ne peux pas m'éloigner de cela. » « Sophie, écoute-moi, » supplia Paulson. « Quoi que ce soit là-dessous, ce n'est pas censé être dérangé. Ces corps que nous avons vus, ils ne se sont pas retrouvés piégés par accident. Cette glace, elle collecte activement des choses et les attirant. Si tu redescends là-bas, alors je serai la première personne à le documenter correctement. » La vidéo montrait Sophie vérifiant une dernière fois son ordinateur de plongée, mettant son régulateur dans sa bouche et tombant en arrière du bateau. Paulson l'a appelée, a essayé de la suivre, mais ses blessures par engelure étaient trop graves. Il ne pouvait pas saisir correctement son équipement. La dernière image de sa caméra le montrait seul sur le bateau, regardant l'eau où Sophie avait disparu, sachant qu'il était trop blessé pour la sauver, même s'il le voulait. L'horodatage de ce dernier cadre indiquait 11h12 le 17 août 2021, 35 minutes avant la dernière lecture de profondeur enregistrée de Sophie, 35 minutes avant qu'elle ne disparaisse dans la glace. La théorie de l'enquête de la détective Christiane Dautier est devenue claire une fois qu'ils avaient analysé toutes les preuves. Sophie et Paulson avaient mené des recherches non autorisées sur une véritable anomalie géologique sous le glacier Matanuska, quelque chose que ni l'un ni l'autre ne comprenaient pleinement. Lorsque leur première plongée a mal tourné et que Paulson a été blessé, Sophie a pris une décision fatale de retourner seule, poussée par une obsession scientifique qui avait surpassé ses instincts de survie. Mais voici ce qui hantait tous ceux qui ont travaillé sur cette affaire. Les images de l'équipage de plongée commerciale du 20 août, les images montrant l'équipement de Sophie enfoui dans la glace ancienne, ne correspondaient à rien de tout cela. Si Sophie était entrée dans l'eau le 17 août et avait été piégée, elle aurait dû être retrouvée dans de la glace formée le 17. Et au lieu de cela, son corps était suspendu dans de la glace que les tests géologiques ont confirmé avoir été gelée depuis des siècles. Richard avait dit la vérité sur au moins une chose. Il n'avait pas tué sa femme, mais d'une certaine manière, il se blâmait quand même. Il avait été tellement concentré sur le soupçon d'infidélité qu'il avait manqué les signes de l'obsession dangereuse de sa femme. Il avait engagé des gens pour suivre ses mouvements au lieu de lui parler de ce qui se passait réellement. L'équipe judiciaire a découvert autre chose dans ces dernières semaines de collecte de preuves. Vous vous souvenez comment le corps de Paulson a été retrouvé 5 jours après la disparition ? Son autopsie a révélé quelque chose que l'expert médical avait initialement manqué. Des preuves de traces sur son costume de plongée ont montré des cristaux de glace microscopiques avec une structure cristalline qui ne correspondait à aucune formation connue.
Ils étaient géométriquement parfaits, arrangés en motifs qui suggéraient qu'ils s'étaient formés dans des conditions qui ne devraient pas exister dans la nature, des températures bien plus froides que tout ce qui a été enregistré dans les océans de la Terre. L'un des glaciologues travaillant sur l'affaire Dr Helga Sveinsdottir l'a formulé ainsi. Ce que nous voyons suggère que la glace sous ce glacier ne se comporte pas selon les principes thermodynamiques normaux. Les motifs de formation, le taux d'enfermement, la qualité de préservation, rien de tout cela ne correspond à nos modèles. Si Paulson et Dr Chen ont réellement trouvé ce qu'ils pensaient avoir trouvé, alors nous faisons face à un phénomène qui remet en question notre compréhension fondamentale du fonctionnement des glaciers. Et l'équipe d'enquête a effectué une dernière plongée sur le site le 15 septembre, apportant avec elle un équipement spécialisé pour documenter soigneusement tout ce qu'elle pouvait sur la formation de glace anormale. C'est ici que les images de l'équipage de plongée commerciale du pré-intro deviennent critiques. Lorsque les enquêteurs les ont examinés, image par image, ils ont remarqué quelque chose que l'équipe de plongée avait manqué en temps réel. À l'arrière-plan de la prise de vue à peine visible à travers l'audio trouble, se trouvait une autre silhouette. Pas gelée dans la glace, se déplaçant réellement nageant à travers un passage qui semblait mener plus profondément dans le glacier. La silhouette portait un costume de plongée complet identique à celui de Sophie. Nous sommes retournés là-bas, a expliqué la détective Christiane Stottier lors de son dernier briefing sur l'affaire. Nous avons renvoyé des plongeurs à cet endroit exact quelques heures après avoir identifié cette silhouette dans les images. Ils ont cherché chaque passage, chaque chambre, chaque poche d'air qu'ils pouvaient atteindre en toute sécurité. Ils n'ont rien trouvé. Quoique la caméra ait capturé quoi que ce soit se déplaçant à travers ces passages gelés, cela n'était pas là quand nous avons regardé. Était-ce Sophie d'une manière ou d'une autre, vivante et piégée dans ce labyrinthe sous la glace? Était-ce une sorte d'illusion d'optique créée par la réfraction de la lumière à travers l'eau gelée? Ou était-ce quelque chose d'autre, quelque chose que Poulsen avait eu raison de craindre? L'enquête a été officiellement close le 3 octobre 2021 avec la détermination que la mort de Sophie Chen était le résultat d'un accident de plongée aggravé par une expérimentation scientifique imprudente. Son corps n'a jamais été récupéré. Les passages sous-marins où elle a disparu ont été scellés et désignés comme une zone restreinte. Aucune plongée n'est autorisée sans autorisation gouvernementale. Richard Chen a quitté l'Islande 6 mois après la disparition de Sophie. Il ne pouvait pas rester dans l'appartement qu'il partageait, ne pouvait pas travailler dans une ville où chaque glacier au loin lui rappelait ce qu'il avait perdu. Il est retourné à Vancouver où vivaient les parents de Sophie et a passé l'année suivante à travailler avec des organisations environnementales pour établir de meilleurs protocoles de sécurité pour la plongée de recherche en solo. Sophie croyait à la nécessité de repousser les limites, a déclaré Richard lors de l'une de ses rares interviews publiques. Elle croyait que la science signifiait aller là où les autres avaient peur d'aller. Je comprends cette partie d'elle. Je souhaite juste qu'elle ait compris que certaines limites existent pour une raison. La famille Chen a établi un fonds de recherche au nom de Sophie, dédié à l'étude des écosystèmes glaciaires par le biais de méthodes sûres et réglementées. Ils ont travaillé avec des universités en Islande, en Norvège et au Canada pour mettre en œuvre de nouvelles exigences de supervision de la recherche expérimentale dans des environnements extrêmes. L'histoire de Sophie est devenue un conte d'avertissement enseigné dans les programmes de 3e cycle à travers le monde, un rappel que des esprits brillants peuvent être égarés par l'obsession. La famille de Christian Paulson a tenu un service funèbre discret pour lui à la fin septembre 2021. Ces décennies de recherche ont été cataloguées et archivées, bien que la plupart de ces théories sur les anomalies temporelles et les passages gelés restent non publiées et non vérifiées. Ses collègues se souviennent de lui comme d'un scientifique brillant dont la carrière a été déraillée par une obsession qui lui a finalement coûté la vie. Bien qu'aucune accusation criminelle n'ait été déposée dans cette affaire car il a été jugé qu'il s'agissait d'un accident, le gouvernement islandais a mis en œuvre de nouvelles réglementations concernant les activités de recherche non autorisées dans des zones glaciaires protégées. Un examen posthume des activités de Christian Paulson a révélé qu'il avait violé plusieurs lois de protection de l'environnement au cours de ses expéditions de recherche privées au fil des ans. Les images sous-marines de cet équipage de plongée. Les images montrant l'équipement de Sophie gelé dans la glace ancienne, la silhouette se déplaçant à travers ces passages impossibles ont été analysées par des experts de 3 pays différents. Personne n'a pu l'expliquer de manière satisfaisante. Les rapports officiels citent des conditions de préservation inhabituelles et des phénomènes optiques associés à la réfraction de la lumière dans la glace glaciaire. Mais les personnes
qui étaient là, qui ont vu alors, ces images de près, vous diront quelque chose de différent en privé. Elles vous diront que certains mystères ne sont pas destinés à être résolus, que certaines limites ne doivent pas être franchies, et que certains endroits, comme ces passages gelés sous le glacier Matanuska, collectent quelque chose que nous ne comprenons pas. Dr. Sophie Chen avait 34 ans lorsqu'elle a disparu. Elle était une fille, une épouse, une scientifique brillante qui a dédié sa vie à comprendre les environnements les plus extrêmes de la Terre. Sa famille demande qu'elle soit rappelée, non pas pour la façon dont elle est morte, mais pour la passion et le dévouement qu'elle a apporté à son travail, même si cette même passion l'a finalement conduite dans l'obscurité, d'où elle ne pourrait jamais revenir. La glace sous le glacier Matanuska reste intacte. Les passages où Sophie a disparu sont toujours là, toujours en mouvement, gardant toujours leur secret. Et parfois, lors de très froides matinées, lorsque la lumière frappe la glace juste comme il faut, les pêcheurs locaux jurent qu'ils peuvent voir des silhouettes se déplacer sous la surface. Des formes suspendues dans le temps gelé, tendant la main, comme si elles essayaient de retrouver leur chemin vers un monde qu'elles ne pourront jamais atteindre à nouveau.